Bonjour à vous dans l'assistance et aussi à ceux et celles qui regardent à la maison par le biais de Télévague et de la télé du Rocher-Percé. Je m'appelle Tony Langlois et j'ai beaucoup de fierté aujourd'hui à vous accueillir pour cette finale locale, la 3e édition de ce concours de prise de parole organisé par l'espace René Lévesque de New Carlisle. Vous vous en doutez sûrement, mais cette journée bien spéciale pour 5 de nos élèves, c'est l'aboutissement d'un long processus et on a cru bon de vous le résumer en quelques mots et images. Tout d'abord, il faut dire que si l'accouchement de ce concours s'est encore bien déroulé pour cette 3e édition à Monseigneur-Sévigny, c'est en grande partie grâce à la participation des élèves de 4e et de 5e secondaire de notre école, mais également d'une équipe sensationnelle de collaborateurs et de collaboratrices sur qui les jeunes et moi pouvons compter. Alors à tous ceux et celles qui collaborent de près ou de loin à ce projet tellement enrichissant pour nos jeunes, ils et elles vous disent du fond du cœur un très sincère merci. L'an passé, ce sont 2 élèves de notre école qui ont remporté les honneurs de ce concours au régional. En effet, Mlle Léane Leblanc et Océane Cyr ont fait rayonner notre école et se sont mérités des bourses respectives de 500 et de 300 $, en plus de participer à un stage d'une journée dans les studios de CHAU TVA. Pour cette 3e édition du concours, le lieu où se déroulera la finale régionale reste encore à déterminer, probablement à la salle municipale de New Carlisle ou à l'auditorium de l'école polyvalente de Passepébiac. Mais ce que nous savons, c'est qu'elle aura lieu le samedi 11 mai prochain à compter de 13 h. Vous pouvez suivre la page Facebook de notre école pour connaître le lieu exact où elle va se tenir, si vous désirez vous déplacer pour encourager nos élèves qui y participeront ou pour savoir comment vous pourrez la regarder à nouveau dans le confort de votre foyer. Ici, au départ, ce sont 12 élèves qui se sont inscrits. Nous avons tenu un camp de recrues en 2 parties qui se sont déroulées lors des journées du 6 décembre et du 16 janvier dernier. Lors de la seconde partie, nous avons eu le plaisir de recevoir M. Jean-François Proulx de Bleu FM, Mme Nadia Minassian, femme d'affaires et ex-préfète de la MRC du Rocher-Percé, ainsi que Maître Yoann Méthode Bernatchez, jeune avocat de la région qui a complété d'ailleurs son secondaire dans notre établissement scolaire ici à Monseigneur-Sévigny. Samuel aussi, dont je vais parler tantôt. Le tout lors d'un dîner pizza offert gracieusement par notre école, puis dans l'objectif de familiariser les nouveaux participants et les nouvelles participantes avec le concours, bref, faire en sorte qu'ils et elles savent dans quoi ils et elles allaient s'embarquer. Suite à ces 2 journées bien remplies, nos finalistes ont approfondi leur sujet et participé à des causeries midi afin de se préparer pour les auditions, au terme desquelles les 5 que vous verrez sur scène aujourd'hui ont été sélectionnés par un jury composé de Maître Méthode Bernatchez, qui cette année a été un collaborateur de premier plan, M. Jasmin Hainaut, le directeur de notre école, ainsi que de moi-même. Je profite de ce moment pour remercier particulièrement chacun et chacune de nos animateurs et animatrices de causerie sur l'heure du dîner. Alors, Maître Méthode Bernatchez et Mme Minassian, que j'ai déjà mentionné, mais également Maître Marjorie Lepage, Maître Alexis Deschênes, M. Jérémy Laplante, M. Samuel Parisé et M. Nelson Sergey. Les 2 dernières semaines ont été très intenses pour nos courageux et courageuses finalistes qui se sont préparés de façon active et engagée, et le moment tant attendu est maintenant arrivé. À tour de rôle, les candidats et les candidates sélectionnés viendront vous livrer leur prise de parole qui devra durer entre 7 et 12 minutes pour ensuite être confrontés à une question de l'un ou de l'une de nos 4 juges invités. Je vous les présente. Alors bien sûr, Maître Méthode Bernatchez. Sont dans la rangée E, les voici qui viennent d'apparaître. Alors, et une de ses consoeurs, avocate de la région, qui revient à nouveau cette année, Maître Marjorie Lepage. Mais également notre préfet à la MRC du Rocher-Percé, M. Samuel Parisé. Également, je vous présente le dernier membre de notre quatuor, et non le moindre. Je pense que c'est lui qui va poser les questions à nos élèves. Alors, les amateurs de la radio CHNC de New Carlisle, qui fête son 90e anniversaire cette année, le connaissent bien, de par la qualité et le professionnalisme de ses reportages journalistiques. M. Nelson Sergey. La prestation de nos orateurs et oratrices sera donc évaluée par nos 4 juges invités en se basant sur une grille fournie par le comité organisateur de l'espace René Lévesque.
Les 3 participants ou participantes qui obtiendront les plus hauts pointages vont se qualifier pour la finale régionale. Mais nous ne vous avons pas oublié encore une fois cette année, cher auditoire, parce que votre vote permettra d'élire le récipiendaire du prix Coup de cœur du public. Le gagnant recevra une carte cadeau d'une valeur de 50 qui sera remise par le directeur de notre école, M. Jasmin. En effet, vous avez reçu à l'entrée un bulletin de vote que nous vous demandons de déposer dans l'une des 2 urnes à la sortie. Vous devez voter individuellement, évidemment, qu'une seule fois pour le candidat ou la candidate qui vous aura le plus impressionné lors de sa prise de parole. Bon, ceci étant dit, je pense que nos participants et participantes commencent à s'impatienter derrière. Alors, sans plus tarder, je vous présente notre premier candidat. Il est en 4e secondaire et il vient nous parler des défis imposés à notre société par cette révolution que représente l'intelligence artificielle. J'ai nommé Thomas Puget. Bonjour à toutes et à tous. J'aimerais vous demander quelques minutes de votre temps et de votre attention pour parler d'un sujet qui m'intéresse beaucoup, l'intelligence artificielle. Dans les dernières années, avec les nombreux récents progrès en informatique et en robotique, l'intelligence artificielle a beaucoup avancé. Ça m'emmenait à me poser la question de la place de cette nouvelle technologie dans notre société. C'est pourquoi j'aimerais vous parler aujourd'hui de pourquoi il faut réglementer l'IA, et ce, comme disent les Québécois, au plus à cran. Je vais donc vous présenter premièrement qu'est-ce qu'une IA, ça va être important pour la suite, puis je vais vous parler de son impact sur la démocratie et l'emploi. Je vais enchaîner sur quelques problèmes éthiques qui y sont liés, et je vais finir sur une note positive en parlant de robots tueurs et de fin du monde, ça devrait être tout de suite plus rassurant. Donc, pour commencer, une IA, c'est quoi ? C'est très simple, l'IA, ça englobe toutes les technologies qui vont chercher à se rapprocher de l'intelligence humaine ou des capacités humaines. Par exemple, écrire des textes, comprendre des données, ou ce genre de choses. Donc on peut inclure là-dedans les assistants Google, Siri, ce genre de choses. ChatGPT aussi, qui est très connu, ou encore les algorithmes de TikTok ou Netflix. En bref, l'IA, c'est déjà bien présent dans nos vies, et il faut qu'on s'en rende compte. Maintenant que ça s'est dit, on va pouvoir passer à l'impact sur l'emploi. Selon l'Organisation internationale du travail, jusqu'à 5,5% des emplois pourraient être menacés par l'IA dans les pays à fort revenu comme le Canada. Chez nous, ça équivaudrait déjà à plus de 1 million d'emplois perdus, ce qui est déjà très considérable. Et là, certains optimistes vont me dire « Oui, mais va-t-on vraiment être remplacé par l'IA ? Va-t-on vraiment perdre notre travail à cause des robots ?» Donc je réponds à ça avec un exemple très simple. Admettons que le gouvernement au Québec décide de remplacer les profs par des IA, à tout hasard, les profs d'histoire. Ils développent un programme, ça leur coûte quoi, 10 millions. Sachant qu'on coûte, les communications au Québec coûtent 20 milliards par année, il y a des économies larges à se faire. Et puis surtout, une IA, ça ne tombe pas malade, ça ne fait pas grève, ça ne part pas en vacances, et ça ne rate pas son salaire. Et puis au passage, on s'assure une éducation juste dans toutes les écoles du Québec. Il n'y aurait pas d'école entagée par exemple par des meilleurs profs, comme dans les écoles privées. Et là, certaines personnes vont me dire, oui, mais dans les précédentes révolutions industrielles, quand on perdait des emplois, on en créait plus de nouveaux. C'est vrai. On en perdait principalement au secteur secondaire, avec les petits artisans qui étaient remplacés par des usines. Mais on en créait aussi, comme j'ai dit, dans le secteur secondaire, parce qu'il fallait des gens pour faire tourner ces usines. Et dans le secteur primaire, parce qu'il fallait des gens pour récolter de nouvelles ressources, à tout hasard le pétrole, quand c'est arrivé. Mais avec l'IA, c'est différent. On risque de perdre des emplois dans les 3 secteurs. Donc dans le premier, on peut avoir des tracteurs entièrement automatisés qui récoltent les différentes ressources, comme le blé, les céréales, ce genre de choses. Dans le deuxième secteur, on pourrait avoir des usines entièrement autonomes qui transforment ces dites ressources. Et puis finalement, dans le troisième, on pourrait remplacer, dans le secteur tertiaire, on pourrait remplacer les profs, comme j'ai dit, mais aussi du personnel de santé, ou encore des caissiers ou caissières. D'ailleurs, j'ai envie de vous parler d'Amazon Go. Amazon Go, c'est quoi ? C'est une tentative de marché autonome qui n'a pas besoin d'employés. Donc avec un système de caméra et d'IA, on filme ce que vous achetez, et dès que vous sortez, on vous envoie la facture. Pas besoin de passer à la caisse ou quoi que ce soit. Bon, ça n'a pas marché. Mais si la technologie se développe, et ça va se développer, on pourrait remplacer près de 3 millions de caissiers ou caissières rien qu'aux États-Unis. Je vous laisse imaginer à l'échelle du monde. En bref, l'impact pour l'emploi est bien considérable, et il faut faire quelque chose pour y remédier. Je vous laisse réfléchir. J'aimerais aussi vous raconter une histoire. L'IA pose des problèmes pour la démocratie. J'ai lu ça dans le New York Times. Et ça parlait de Sergio Massa, l'un des candidats aux dernières élections argentines, qui a largement utilisé l'IA lors de sa campagne pour faire de la propagande ou de la désinformation. On l'a vu faire circuler des images de lui en Simón Bolívar. Simón Bolívar, c'est qui ? C'est un héros dans beaucoup de pays d'Amérique du Sud et un libérateur. Et des partisans à lui auraient aussi utilisé l'IA pour faire circuler des images de son principal opposant en train de dire qu'il était pour le trafic d'enfants et l'exploitation d'organes, alors que c'était bien évidemment complètement faux.
Ça m'a emmené à me dire que, de par sa simple existence, l'IA remet en doute la véracité de toute information véhiculée via Internet. Je m'explique. Vous êtes un politicien quelconque, à tout hasard Sergio Massa, vous faites votre discours, là vous vous trompez, vous faites une mauvaise blague, en tout cas ça passe pas, les gens vous tombent dessus, vous pouvez vous cacher derrière l'IA, vous dédouaner en disant non, je n'ai pas dit ça, c'est une fausse vidéo générée par IA pour me discréditer. Et c'est très dur de savoir si c'est vrai ou non, seuls les gens présents à ce moment-là sauront la vérité. C'est réellement arrivé à Sergio Massa, il a essayé de tromper dans un discours, et quand les gens lui sont tombés dessus, ses partisans l'ont défendu en prétextant que c'était une IA. Mais Sergio Massa a reconnu ses torts et a lui-même admis que l'IA était dangereuse pour la démocratie. Si ça vous intéresse, je vous invite à porter attention au discours de mon collègue Thomas Fro qui passera par la suite. Maintenant, on pourra passer à la partie qui m'intéresse le plus, les problèmes éthiques liés à l'IA. Il y en a plusieurs, mais le premier qui m'est venu en tête, c'est le risque de perte d'autonomie cognitive. Je m'explique. Je suppose que vous avez déjà tous utilisé une calculatrice. C'est très pratique pour faire des maths, mais ça nous emmène à ne plus réfléchir par nous-mêmes. J'ai vu des gens faire des calculs très simples à la calculatrice, par exemple 399 plus 1, ouais, on est rendu là. Ça fait 400, si jamais. Et donc on ne réfléchit plus, et le cerveau étant un muscle, si on ne l'utilise pas, il ne va pas se développer. Et avec l'IA, on peut avoir le même problème, mais beaucoup plus globalisé. Avec l'IA, on pourrait créer des textes, en traduire, répondre à des questions complexes, générer des images, ou des scénarios, peu importe. On pourrait être amené à ne plus du tout utiliser notre cerveau, et donc sur le long terme, à s'abrutir. Ça peut aussi être moins direct, par exemple, je suppose que vous connaissez tous TikTok. Eh bien, je suppose que je ne vais pas vous surprendre en disant que le temps d'écran peut nuire au développement du cerveau, surtout chez les jeunes, comme nous. Donc on peut comprendre pourquoi la Chine, qui possède indirectement TikTok, a imposé des réglementations sur le temps d'utilisation de TikTok en Chine. Mais, sur les versions occidentales, TikTok n'a pas de limitation de temps d'écran. Si on a un esprit un peu tordu, on pourrait donc se dire que la Chine utilise TikTok, qui est très addictif grâce à un système d'IA, pour abrutir la population occidentale. Donc je vous laisse y réfléchir encore une fois. Un autre problème qui est lié à l'IA, c'est le risque de triche en évaluation. Là, je suppose que certains ont déjà utilisé ChatGPT pour faire un exposé oral, une écriture, peu importe. Bon, honnêtement, au secondaire, c'est pas très grave. Vous n'avez pas fait votre examen, peu importe. Mais quand on arrive à un niveau universitaire, c'est tout de suite plus grave. Est-ce que vous auriez envie de vous faire opérer par un chirurgien qui a réussi ses études grâce à ChatGPT? Personnellement, non. Le dernier problème dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, c'est le risque de surveillance. On va retourner en Chine. Vous avez peut-être déjà entendu parler du crédit social chinois. En gros, le gouvernement, à l'aide d'un système de caméras et d'IA, surveille en permanence ses concitoyens. Et s'ils font des actions que le parti juge défavorables à la nation, ils perdent des points. Par exemple, s'ils parlent contre le parti communiste chinois, ils en perdent. S'ils achètent de la bière, ils en perdent. Et s'ils tombent à zéro, ils ne peuvent plus quitter le pays, ils ne peuvent plus utiliser les transports en commun et d'autres choses du genre. Alors, en contrepartie, ceux qui parlent en faveur du parti, qui achètent des couches pour bébés par exemple, gagnent des points et obtiennent des privilèges. C'est une façon pour moi c'est une façon pour le gouvernement chinois de contrôler sa population sans avoir impliqué la police et sans règles strictes. Et pour moi, c'est complètement inacceptable et ça brime la liberté individuelle. Il y a bien sûr plein d'autres problèmes liés à l'IA dont je n'ai pas le temps de parler aujourd'hui, mais si ça vous intéresse, je vous invite à soit venir me voir après le concours, ou à faire vos recherches par vous-même. Mais bon, on peut parler de droit d'auteur, d'usurpation d'identité, ce genre de choses. Maintenant, on peut partir à la partie joyeuse et fun de l'exposé, les risques de fin du monde liés à l'IA. Quand on parle IA et fin du monde, on pense toujours à la fameuse singularité. La singularité, c'est quoi? C'est très simple, c'est quand les IA se rebellent contre nous. Vous avez sûrement déjà vu un film du genre, Terminator, ce genre de choses. Les IA prennent le contrôle, décident d'exterminer l'humanité, se reproduisent et mettre fin généralement à la société. À part si un héros arrive à le sauver dans un film, peu importe. Selon certains futurologues, la singularité pourrait se produire d'ici 2030-2045. Bon, ça vaut ce que ça vaut, c'est des futurologues, c'est pas des faits avérés. Mais selon moi, c'est probable. Admettons que l'IA regarde la société avec un regard froid et distant. Qu'est-ce qu'on voit de l'humanité? On voit que l'humanité nuit à la planète. On ne va pas se voiler la face. Si l'IA décide de préserver la planète, elle pourrait décider d'exterminer l'humanité. Donc c'est un risque à prendre en compte. Malgré tout, pour moi, le plus grand risque à court ou moyen terme lié à l'IA, c'est le risque d'abrutissement de la population. Donc j'en parlais tout à l'heure. Mais si on devient trop débile pour se gouverner nous-mêmes, qu'est-ce qui va arriver? Admettons que le gouvernement décide de partir des guerres sans aucune raison, de faire n'importe quoi avec le budget, ou encore ce genre de choses, la société pourrait s'effondrer très rapidement et l'humanité arrive à sa fin. Ou même sans s'effondrer sur nous-mêmes, on pourrait finir comme dans, par exemple, Wall-E, je ne sais pas si vous avez vu, des humains obèses qui se baladent en fauteuil roulant et qui sont gavés de nourriture à longueur de journée et qui ne réfléchissent pas par eux-mêmes.
Pour moi, c'est le plus gros problème, comme j'ai dit, et il faut le prendre en compte. Il faut faire quelque chose pour ça. En bref, maintenant que j'ai expliqué tout ça, j'espère que vous comprenez pourquoi je suis pour la réglementation. Et si vous me demandez pourquoi pour la réglementation et non pas l'interdiction totale, eh bien c'est très simple. Déjà, c'est pratiquement impossible de complètement interdire l'IA. Et quand bien même on y arriverait, ça pourrait nuire à notre nation. Certes, les autres nations, elles, ne vont pas se priver pour l'utiliser, ça pourrait nous désavantager à l'échelle mondiale. Et puis surtout, la technologie en elle-même n'est pas dangereuse. C'est l'utilisation qu'on va en faire qui va déterminer si elle l'est ou non pour nous. On peut aussi utiliser à bon escient, par exemple en médecine. On a des exemples d'applications qui détectent des cancers à l'avance ou des maladies des yeux. On peut faire des diagnostics plus précis pour les patients ou ce genre de choses. On peut aussi utiliser en agriculture pour maximiser le rendement et régler essentiellement des problèmes de faim dans le monde. Un problème avec le micro, non? Bon, pas grave. On peut aussi l'utiliser dans plein d'autres domaines. Et encore une fois, je vous invite à vous renseigner ou à venir me poser des questions. Mais bon, le cadre actuel pour réglementer l'IA au Canada n'est pas... En fait, il n'y a pas de cadre actuellement. Il y en a un qui est en cours, la LIAD, qui va sortir bientôt. Donc la loi sur l'intelligence artificielle et les données, qui sortira normalement en 2025. Mais pour moi, elle est incomplète et mérite d'être retravaillée. Mais bon, j'ai essayé de dramatiser un peu et de vous faire comprendre le problème, mais il ne faut pas non plus trop s'inquiéter. On a du temps devant nous. Comme l'a dit un grand homme du nom d'Albert Einstein, la stupidité naturelle ne fait pas le poids. J'ai arrêté la chute. L'intelligence artificielle ne fait pas le poids contre la stupidité naturelle. Merci de m'avoir écouté. Bonjour Thomas, donc félicitations, c'était une belle prise de parole claire et précise. Donc sachez que je ne connaissais pas beaucoup, donc je suis content d'en avoir appris. Donc on va prendre un petit 10-15 minutes ensemble, peut-être un jour pour pouvoir en discuter davantage, pour voir l'impact que ça pourrait peut-être avoir sur le monde politique aussi, voir qu'est-ce qu'on pourrait de notre côté faire, qu'est-ce qu'on pourrait plus élaborer, voir qu'est-ce qu'on pourrait plus porter attention aussi. Donc, félicitations encore. Merci. Ça me ferait plaisir de parler avec vous. C'est une excellente prise de parole et le sujet est vraiment d'actualité. C'est un sujet qui, effectivement, pourrait éventuellement devenir préoccupant. Selon moi, ça l'est déjà, mais malheureusement, ce n'est pas toutes les personnes qui le voient. Et vraiment, ça, vous l'avez vraiment bien souligné. Félicitations. Merci. Bonjour Thomas. Encore une fois, sujet super intéressant, d'actualité, et tu le maîtrises très bien. Donc, on n'a pas vu que tu divaguais du sujet, tu connais ton sujet. Ça fait en sorte que peut-être c'était un peu trop vite au début. Il y aurait peut-être possibilité là, de ralentir le débit, surtout la portion au début. Des fois, c'est le stress qui fait ça. Mais vu que c'est un sujet qu'on ne connaît pas tous, qui est un sujet assez nouveau, ça fait en sorte qu'on veut bien comprendre les points que tu soulignes, et je pense que ça pourrait être une petite amélioration. Puis, à mon avis, ça serait facile parce que tu connais ton sujet, donc tu as déjà ce bout de chemin-là de fait. C'est juste la présentation au début, à mon avis, là, qu'on pourrait retravailler pour le débit, mais sinon, là, tout était super. Bravo. Merci. On voit qu'il y a eu un grand effort de recherche dans ta présentation. Étant celui qui est désigné pour poser des questions, si tu étais le législateur avec le cadre réglementaire qui est en train de s'écrire, qu'est-ce que toi, tu mettrais dans ce cadre-là, justement pour éviter les dérives? Premièrement, j'aimerais qu'on parle... Je savais que vous alliez me poser cette question, en fait, c'était assez prévisible. Mais j'aimerais probablement qu'on cherche à réglementer l'IA pour régler, comme j'ai dit, les problèmes dont j'ai parlé. Parce qu'actuellement, on parle de régler les problèmes d'incidence majeure, sauf que la notion d'incidence majeure est très floue dans la loi sur l'intelligence artificielle et les données. En gros, on parle de problèmes qui liés à l'IA qui pourraient amener des troubles psychologiques ou physiques, une fois que c'est prouvé. Mais pour moi, si on attend que ce soit prouvé, beaucoup de gens vont souffrir avant qu'on dise « oui, ok, il faut faire quelque chose ». Donc il faudrait prévoir ces répercussions à l'avance et y remédier. Par exemple, on pourrait interdire l'utilisation de l'IA pour faire des fausses images, ou en tout cas des fausses images réalistes, parce qu'on peut l'utiliser pour divulguer de fausses informations. Par exemple, je pense que vous connaissez Miley Cyrus, peut-être. Des vidéos d'elle, des fausses vidéos pornographiques d'elle ont circulé qui ont été faites entièrement par IA. Et ça, je suppose que j'aurais pas envie que ça vous arrive. Moi, en tout cas, je n'aurais pas envie. Il y a plein d'autres problèmes aussi qu'il faudrait penser. Déjà, on a une crise d'emploi actuellement, enfin, une pénurie de main-d'œuvre, comme là, on en a parlé Mathieu l'année passée.
Et je pense qu'il faut faire en sorte que l'IA puisse être utilisée pour réglementer les réglementer pour qu'on puisse combler la pénurie de main-d'œuvre sans faire perdre d'emploi à ceux qui en ont déjà. Après, je ne suis pas législateur, je ne sais pas exactement comment écrire les lois. Sinon, un problème majeur, c'est l'encadrement de l'utilisation militaire de l'IA. Par exemple, en Israël et en Palestine, actuellement, on utilise l'IA pour cibler des victimes de bombardements, avec une précision d'environ 90%, ce qui fait que déjà 10 personnes vont probablement se faire bombarder alors qu'elles sont innocentes. Et surtout, on parle de... Maintenant, on sait exactement combien de personnes vont mourir à chaque bombardement. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va tirer un missile ou une bombe, on va se dire oui, ça vaut la peine que la petite Sarah, 4 ans, qui court dans le jardin, meure pour abattre tel et tel ennemi du parti. Et il faut absolument réglementer ça pour moi, mais en Israël actuellement, la tolérance pour les victimes, si c'est un membre important du Hamas, est d'à plus d'une centaine. Donc ça voudrait dire qu'on pourrait tuer une centaine de petits Sarah pour abattre un ennemi du parti. Et pour moi, c'est complètement inacceptable. Par exemple, là, je ne sais pas à peu près combien on est dans la salle, mais si le chef du Hamas était dans la salle, le gouvernement israélien déciderait probablement que ça vaut la peine de le tuer, et donc il exploserait la salle au complet. Donc pour moi, il faudrait des lois internationales pour réglementer l'utilisation militaire de l'IA, faire en sorte qu'on ne puisse pas faire perdre trop d'emplois aux gens qui en ont déjà, parce que comme l'a dit Adam Smith, si je ne me trompe pas, une société ne peut être heureuse dans laquelle la majeure partie de ses membres est pauvre et misérable. Et pour moi, c'est ce qui risque d'arriver si on fait perdre trop d'emplois à cause de l'IA. Et surtout, il faut penser au côté humain de la société. Si on laisse les IA trop se développer, on pourrait perdre en capacité sociale. Pourquoi se faire des amis quand on peut avoir un ami parfait dans son téléphone? Pourquoi sortir quand on n'a plus besoin de travailler parce qu'une IA fait à notre place? Ce genre de choses. Donc bien sûr, je ne suis pas législateur, je n'ai pas la réponse à tout, mais je pense avoir quand même quelques pistes d'idées, donc je ne peux pas non plus m'éterniser pour laisser un peu de temps aux autres. Mais ce seraient mes idées principales. Wow, alors bravo Thomas. On vous a réservé une surprise, cher public, parce que je vous annonce que j'ai une co-animatrice et un co-animateur qui viendront nous présenter les 4 prochains participants. Je cède donc le pavé à 2 élèves 5e secondaire qui méritent vraiment d'être sur scène aujourd'hui pour vous livrer également leur message. On applaudit Daphné Albert et Jeff-Olivier Grenier. Salut Daphné! Pourquoi c'était si important pour toi de faire le concours cette année et de prendre la parole aujourd'hui? Eh bien, moi, Jeff, c'est parce que ça représentait tout un défi pour moi. Je suis finissante cette année, j'ai dû surmonter mon anxiété liée à un trouble de crise psychogène non épileptique. Aïe aïe, Daphné. Moi aussi, mon parcours secondaire et ma présence ici aujourd'hui m'ont demandé beaucoup d'adaptation. Parce que j'ai gagné le jackpot avec mon syndrome d'Asperger et mon syndrome de Gilles Latourette que je dois arriver à maîtriser au jour le jour. Aujourd'hui, on va surmonter ça ensemble, Jeff. Merci d'être là avec moi. On va revenir tantôt, mais pour le moment, on vous demande d'accueillir notre deuxième candidate qui est en secondaire 4 et qui demande au gouvernement canadien d'assumer ses responsabilités en matière d'exploitation du travail des enfants sur la scène internationale. Adama Marika Langlois. L'autre jour, je faisais le ménage de ma chambre parce que j'avais pas d'école, puis j'ai remarqué que plusieurs morceaux de vêtements étaient fabriqués au Bangladesh. Savez-vous que les enfants qui travaillent là-bas, souvent dans des usines de textiles, comme celle de Lululemon, une entreprise canadienne qui produit ces vêtements, travaillent en moyenne 64 heures par semaine? Je sais pas pour vous, mais moi, j'aurais pas envie de me réveiller demain matin en ayant la crainte que l'usine où je travaille pour aider ma famille à mettre de quoi sur la table pour le souper me tombe carrément sur la tête. Ici au Québec, on se souvient probablement de la prise de parole de Mathieu Desbois, qui est en secondaire 5 l'an dernier. Un jeune doit avoir 14 ans pour travailler, sauf exception, et il ne peut le faire que pour un maximum de 17 heures par semaine, parce qu'on a l'obligation d'aller à l'école. Puis le pire là-dedans, c'est qu'on trouve le moyen de s'en plaindre. On devrait donc plutôt dire qu'alors que des enfants sont dans l'obligation de travailler ailleurs dans le monde, nous, ici au Québec, on a le droit ou le privilège de fréquenter l'école et nous concentrer sur nos études. Pendant ce temps-là, j'ai pas de difficulté à m'imaginer les abus qu'un enfant de 7 ans, dans un pays d'Afrique, d'Asie ou d'Amérique latine, peut subir de son employeur.
Il faut agir le plus rapidement possible parce que ça n'a pas de sens qu'il y ait encore des enfants dans des pays en voie de développement ou dans des pays émergents qui travaillent dans des conditions qui rappellent la première phase d'industrialisation que nous avons vécue ici au Québec, dans la seconde moitié du 19e siècle. Ce que je pense, en toute sincérité, c'est que ça serait pas mal plus humain si tous ces jeunes-là qui travaillent pour que l'on puisse se procurer ici des produits bon marché pouvaient avoir ce même droit à une éducation dite obligatoire. Ce que je pense, en toute conviction, c'est que des pays comme le Canada ont un rôle à jouer pour faire dans ces pays la promotion de la fréquentation scolaire, qui, selon moi, est le seul et véritable moyen de briser les chaînes des enfants exploités dans une perspective de développement économique durable. Car partout sur la planète, les enfants devraient certainement avoir le droit d'avoir une enfance. Savez-vous qu'au moins 160 millions d'enfants sont exploités dans le monde, travaillant comme domestiques dans les maisons et comme ouvriers dans les plantations, des mines, des ateliers ou des usines? Ils sont ainsi souvent privés de leur enfance, de leur capacité physique et mentale, voire de leur dignité. Certains sont même utilisés dans la prostitution, le crime, la vente de drogue et aussi comme esclaves ou soldats. Les enfants soldats sont souvent recrutés de force dans des groupes armés pour être utilisés comme combattants, cuisiniers ou messagers. Dans le pays d'origine de ma mère, pendant la guerre des diamants au Sierra Leone, les enfants étaient enlevés de leur famille, déportés dans des camps où on les forçait à prendre des drogues dures dans l'objectif ultime de les désensibiliser en tuant leurs propres parents. Dans l'industrie du textile, par exemple, les lieux de travail ne sont parfois tellement pas sécuritaires qu'au Bangladesh, suite à l'effondrement du Rana Plaza, le 24 avril 2013, quelques 1138 personnes sont mortes et environ 2500 ont été blessés à l'intérieur d'une manufacture qui, au premier coup d'œil, allait inévitablement finir par s'écraser. H&M ainsi que Zara sont deux des 32 marques qui fabriquaient des vêtements dans cette usine. Dans des reportages de Radio-Canada et de TVA, alors qu'on a permis à une maman de s'exprimer sur la mort de son fils, qui ce matin-là avait choisi d'aller travailler pour l'aider au lieu d'aller à l'école, vous vous imaginerez jamais ce qu'a été sa demande au patron. Elle les a pas blâmés. Elle leur a pas demandé de s'assurer la sécurité des lieux dans le futur. Elle leur a demandé un emploi afin de pouvoir remplacer le revenu de son fils. Hey, c'est pathétique. Le pire là-dedans, c'est que ça arrive même au Canada. À Montréal, Santé PA Nouvelle, il y a un psycho-éducateur retraité qui a acheté une jeune fille de 8 ans en Afrique pour en faire son esclave sexuelle. Il l'a acheté de sa mère qui n'avait pas l'air de soucier d'elle, car elle recevrait ainsi de l'argent qui lui permettra, entre autres, d'avoir de l'eau potable dans son logement. Il a même déjà dit pour sa défense qu'une prostituée lui aurait coûté pas mal moins cher. Entendre ça d'un Canadien, citoyen d'un pays le plus industrialisé du monde, excusez-moi, mais ça me lève le cœur. Imaginez ce que l'on peut entendre en ce moment même dans des pays où l'éducation est clairement secondaire. C'est probablement pour ça que Nelson Mandela a déjà dit que l'éducation est l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde. Trop d'enfants doivent se lever le matin pour aller travailler dans des usines, des champs ou des mines, au lieu d'aller à l'école, pour que nous, au final, nous puissions gâter les nôtres avec des jouets en plastique, des friandises et du matériel électronique qui sont vendus à rabais dans nos magasins en grande surface, et qui d'ailleurs réussissent à en tirer des profits. Vous connaissez sûrement Nestlé, Hershey, Apple, Samsung ou Sony. Sur le dos de qui les grandes multinationales s'enrichissent-elles? Sur le dos de qui nos enfants ici s'amusent-ils? L'éducation est l'un des meilleurs moyens pour réduire la pauvreté, améliorer la santé et l'espérance de vie, faire progresser la paix et régresser la guerre, stimuler la croissance et la stabilité économique à long terme et favoriser l'égalité des sexes. Les parents et les enfants doivent voir l'éducation comme une meilleure option que le travail. Cependant, les programmes d'éducation pour les jeunes qui travaillent doivent prendre en compte que ces enfants apportent souvent un soutien financier pour leurs parents. Selon l'UNICEF, un organisme affilié à l'Organisation des Nations Unies, il faudrait mettre en place des cours adaptés aux horaires de travail des enfants ou donner des allocations aux familles pour compenser la perte de revenus. Ceci permettrait donc aux jeunes de faire leurs études sans mettre en danger la sécurité financière de leur famille. L'UNESCO affirme que 420 millions de personnes pourraient sortir de la pauvreté si elles ne serait-ce que des études secondaires. Bref, lorsqu'un enfant ne va pas à l'école, c'est tout le reste de sa vie qui est mis en danger. S'il n'y a pas d'éducation, ses chances d'avoir un bon métier diminuent. Plus le niveau de scolarisation d'une personne est élevé, plus cette personne va aspirer à un meilleur salaire. En effet,
Selon l'organisation humanitaire World Vision, une seule année d'instruction pourrait faire augmenter le revenu d'un individu de 10%. Imaginez 10 années de plus. L'éducation, c'est le principal levier pour sortir les gens de la pauvreté. Personnellement, ma façon de voir les choses ne s'arrête pas là. Les pays mieux nantis doivent en faire encore plus que simplement promouvoir l'éducation dans le monde. Je pense sincèrement que le Canada devrait montrer l'exemple et boycotter tous les produits en provenance des pays qui ne respectent pas certaines normes minimales en matière de conditions de travail ou d'exploitation du travail des enfants. Encore moins encourager cette exploitation en signant avec ces pays des accords de libre-échange. Le sujet pourrait être amené justement par notre pays à un sommet économique international comme une rencontre qui regroupe les pays du G7, du G8 ou du G20. Ce cadre réglementant le travail dans les pays partenaires pourrait être justement fixé à des rencontres ultérieures. Ça contribuerait certainement à redonner au Canada ses lettres en noblesse en matière de droits de l'homme sur la scène internationale. Évidemment, je suis consciente que ça ne serait pas facile et ça impliquerait des sacrifices autant dans les pays industrialisés que dans les pays en émergence. J'avoue que je suis un peu idéaliste, mais si vous connaissez mon père, vous vous doutez que la pomme n'est pas tombée loin de l'arbre. Je suis consciente qu'en boycottant les produits importés de ces pays, des gens perdraient inévitablement leur emploi là-bas. Aussi, il est évident que l'économie des pays industrialisés comme le Canada serait touchée, à commencer par les économies de fond de tiroir des consommateurs jusqu'aux produits énormes qu'encaissent les grandes multinationales. C'est pour ça que je pense qu'à tout le moins, les gens que j'ai réussi à sensibiliser aujourd'hui et qui en ont les moyens devraient commencer à réduire leurs achats en provenance des pays en voie de développement pour se procurer des produits fabriqués ici au Canada. Même si c'est un peu plus cher, on pourrait faire plus attention, s'informer sur les compagnies qui nous intéressent lorsqu'on recherche un bien de consommation. Cesser de nos achats de bébelles inutiles au Dollarama qu'on n'utilisera pas plus d'une fois dans notre vie. En conclusion, il faut trouver des moyens pour que des compagnies de marques telles que Joe Fresh ou l'Équipeur arrêtent de produire leurs vêtements au Vietnam, au Ghana ou au Honduras. Nous devrions, comme citoyens consciencieux, les amener par nos actions et nos achats à faire la production ici au Canada, dans des usines où les travailleurs sont payés à des salaires plus raisonnables et ont une meilleure sécurité d'emploi et de meilleures conditions de travail parce qu'ils ont le droit de se syndiquer. Le Canada devrait jouer un rôle de premier plan sur la scène internationale, comme j'ai expliqué tantôt, mais aussi en accordant plus de financement aux institutions et aux organismes fiables comme l'Agence canadienne de développement international. Pour aider les jeunes sous-pays et exploités à avoir de meilleures conditions de vie et de travail, pour envoyer des gens sur le terrain qui feront la promotion de l'éducation et combattront la pauvreté, pour inciter les pays alliés comme la France et les États-Unis à emboîter le pas et à adapter leur économie, oui, faire certains sacrifices financiers à court terme et à moyen terme, mais en retirer des bénéfices éthiques et moraux à long terme. Personnellement, j'ai déjà parlé de mon sujet à la députée et ministre fédérale, Mme Diane Leboutillier, quand elle est venue nous rencontrer il n'y a pas si longtemps au Parlement étudiant. Je compte bien suivre son conseil et lui envoyer mon vidéoclip de ma prise de parole pour qu'elle puisse le partager à la ministre des Affaires étrangères, Mme Mélanie Joly. N'hésitez pas à consulter le site web de l'UNICEF ou de la Croix-Rouge et faire des dons personnels pour la cause. Je termine mon plaidoyer en faveur de l'éducation dans les pays où l'exploitation du travail des enfants est monnaie courante, en vous incitant à vous informer encore davantage sur le sujet et à tenter de faire des achats plus responsables. Et je citerai Victor Hugo, qui est toujours d'actualité puisqu'il résumait assez bien ma pensée à une époque où il écrivait Les Misérables. Lorsqu'il a dit que le droit de l'enfant, c'est d'être un homme, il ajoute que ce qui fait un homme, c'est la lumière, et ce qui fait la lumière, c'est l'instruction. Merci de m'avoir écouté. Bonjour Adama. Félicitations. Un argumentaire qui était solide, avec des exemples qui étaient concrets. Donc on voit l'effort d'une bonne recherche qui a été fait. Donc on fait le tour un peu du globe, on part du Canada, on va vraiment dans les autres pays aussi. Le discours était fluide, donc tu le connaissais beaucoup. Donc une bonne et très bonne présentation et préparation. Bravo. Bonjour, je voulais souligner justement ce que mon collègue vient de vous souligner, là, la qualité de la recherche, les données, les exemples, c'est pas ça qui manquait. Vraiment, très belle présentation. Merci. Allô, Adama?
Je suis un peu du même avis que mes collègues également. J'ai particulièrement aimé que tu as cité tes sources, qui est quelque chose qui est très important, qu'on n'aborde pas souvent au secondaire. Donc, ça, j'ai vraiment aimé cette partie-là. Également, les suggestions pour le Canada. Donc, c'est important de parler des enjeux, mais il y a des solutions et je pense que tu as bien fait le tour de tout ça. Bravo. Merci. Bonjour. Vos questions sont pertinentes, vos opinions sont aussi sensées et tranchées, c'est bien. La question, est-ce que dans vos recherches, vous avez trouvé des compagnies canadiennes qui sont soucieuses de tout ce que vous avez évoqué pendant votre discours? Oui, il y a Lululemon, il y a l'Équipeur, il y a Joe Fresh. C'est des marques que j'ai trouvées quand je faisais mes recherches qui faisaient produire des fois des vêtements dans des pays comme le Bangladesh. Tu es content de trouver des compagnies canadiennes qui se soucient justement d'éviter d'acheter des produits fabriqués au Bangladesh, par exemple. Vous avez donné des mauvais exemples, mais est-ce qu'il y a des bons exemples? De marques? Oui, ou de compagnies ou de chaînes? Non, j'ai pas fait de recherche là-dessus, mais je pourrais en faire d'autres. J'avais pas vraiment pensé à ça. Ouais. Mais c'est bien quand même que vous aviez à l'esprit ceux qui font moins bien ou qui Ouais. font mal. Ouais, c'est ça. Ça donne déjà une piste aux gens peut-être de cette conscience quand vous allez magasiner pour voir où sont les bons produits, où sont les moins bons endroits pour le faire. Yeah. Merci. Bonjour, Adama. Hey, Daphné, je pense à ça. C'est quoi ça, un trouble de crise psychogène non épileptique? C'est le diagnostic que j'ai reçu en 2022 après qu'on ait investigué pour savoir ce qui déclenchait mes fameuses crises du bacon que tout le monde parlait dans l'école. J'ai appris que ce trouble anxieux était lié à un traumatisme. Il a fallu que je travaille très fort pour m'y adapter et surtout me sentir incluse socialement dans l'école. Bref, me sentir comme les autres. Puis toi, Jeff, c'est quoi ton syndrome d'Asperger et ton syndrome de Gilles de la Tourette? Ben, Daphné, moi aussi, ce sont des diagnostics que j'ai reçus. Mais quand j'avais l'âge de 9 ans. Ce sont des troubles liés au spectre de l'autisme et ce mois-ci, c'est justement le mois dédié à l'autisme et aux personnes comme moi. Yo, what's up? C'est pas facile de vivre avec ça, justement au niveau des communications. Yo, what's up? Je pense qu'on a souffert beaucoup au regard des autres à cause de ce trouble-là, Daphné. Oui, mais non. Puis je pense que c'est pour ça qu'on doit être là aujourd'hui pour livrer un message aux gens qui sont dans la salle. Oui, et gardons ce punch pour tantôt. Parce que là, notre troisième candidat est près derrière les rideaux. Il est finissant comme nous cette année en 5e secondaire et il refait le concours pour une deuxième fois. Il veut nous parler de nos démocraties qui sont en danger alors qu'elles sont prises dans la toile des réseaux sociaux. On accueille maintenant Thomas Froid. Rien de vaste n'entre dans la vie des mortels sans une malédiction. Cette citation de Sophocle, qui veut dire « tout a un prix », peut facilement se transposer avec notre réalité actuelle et contemporaine avec les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, en effet, que nous utilisons de façon massive partout sur la planète, semblent avoir un coût inestimable, car ils peuvent clairement affecter le principal fondement de nos sociétés, notre démocratie. Mais bon, toute chose n'étant ni complètement bonne ni complètement mauvaise, j'aimerais introduire le sujet avec les avantages que les réseaux sociaux peuvent avoir pour la démocratie, pour ensuite vous parler de leur côté plus obscur. Pour terminer, j'aborderai avec vous certaines pistes de solutions pour diminuer les effets pervers des réseaux sociaux afin d'en préserver l'essence même de notre démocratie. Donc, commençons avec les avantages indéniables qu'amènent les réseaux sociaux sur notre démocratie. Premièrement, le droit de vote, qui est à la base de la vie démocratique, se base entre autres sur les informations que nous recevons des candidats aux élections, ainsi que la plateforme politique du parti qu'ils représentent. Avec les réseaux sociaux qui prennent une ampleur inégalée dans nos sociétés, on s'entend, l'information n'a jamais été plus accessible que maintenant. De plus, ils permettent aussi d'influencer les décisions politiques de nos élus en attirant sur quelconques enjeux. On peut prendre comme exemple Change.org, qui, en décembre 2014, alors que 2 filles de l'Ontario qui étaient troublées par le fait qu'au Canada, une femme sur 4 aurait été victime d'agressions sexuelles dans sa vie, ils ont lancé une pétition sur les réseaux sociaux. Elles voulaient que la notion de consentement pour nos relations sexuelles soit enseignée dans le système éducatif de leur province. Et après que 40 000 personnes aient signé la pétition grâce au partage sur les réseaux sociaux, ça a fonctionné. En effet,
un peu plus d'1 an plus tard, le curriculum, ou si vous préférez le programme scolaire ontarien, a été réformé pour sensibiliser les jeunes sur les informations liées à leur santé sexuelle. Vous êtes donc même à constater que les réseaux sociaux peuvent être un outil très efficace pour la démocratie en rejoignant des milliers de citoyens qui vont naviguer sur la toile chaque jour. Malheureusement, cet outil qui nous paraît maintenant indispensable peut aussi prendre au piège dans sa toile nos démocraties. En effet, les réseaux sociaux peuvent nous mettre des œillères et nous enfermer comme citoyens dans nos propres opinions, tout en nous présentant des informations subjectives qui peuvent s'éloigner de la vérité. Comment? Eh bien, premièrement, l'algorithme que vous retrouvez dans vos cellulaires n'est pas vraiment neutre. Car grâce aux informations récoltées à travers les interactions comme les likes, les commentaires, les partages ou d'autres trucs un peu incontrôlables comme votre localisation, l'algorithme va proposer des publications d'informations dans lesquelles il pensera que vous allez avoir un plus grand intérêt. Donc, les contenus susceptibles de provoquer des réactions et d'alimenter la polarisation seront poussés par l'algorithme. On peut prendre comme exemple Tracking Exposed, une ONG européenne spécialisée dans l'analyse d'algorithmes, qui a remarqué que pour les élections françaises de 2022, le candidat Éric Zemmour a réussi à se rendre particulièrement visible par les algorithmes de recommandation. Et ça, en passant, c'est avec un effet monstre sur TikTok. Le candidat d'extrême droite monopolisait jusqu'à 30% des résultats de recherche en début de campagne. Et tout ça, c'est grâce à ses propos polémiques et controversés qui créent un surengagement sur la plateforme et qui a favorisé sa distribution par l'algorithme. Mais sachez, ce n'est pas tout, car les réseaux sociaux, avec ces mêmes informations récoltées, vont créer ce qu'on appelle une bulle de filtre. Exemple, si on recherche sur Google la définition du changement climatique, vous allez trouver des réponses qui vont différer selon la ville où vous vous trouvez. Et évidemment, les informations récoltées sur vous par rapport à vos intérêts. Les réponses peuvent varier allant de « le changement climatique détruit la nature » ou encore « le changement climatique est un canular ». Et en passant, c'est la même chose avec Facebook ou Instagram. De plus, le cerveau humain possède un mécanisme cognitif appelé biais de confirmation. Celui-ci consiste à privilégier les informations confirmant ses idées préconçues ou ses hypothèses, ou à accorder moins de poids aux hypothèses et informations jouant en défaveur de ses conceptions. Donc, nous sommes déjà vulnérables à vouloir rester enfermés dans nos opinions, mais en plus, la recherche d'informations sur un sujet donné devient encore plus difficile. Je veux dire, pensez-y, c'est littéralement rendre une faille du cerveau humain encore plus vulnérable. Bref, absolument rien pour développer un esprit critique chez les citoyens qui élisent nos dirigeants politiques. Comme l'a si bien dit Brian Solis, un analyste numérique, les médias sociaux concernent la psychologie et la sociologie beaucoup plus que la technologie. Aussi, je ne peux passer sous silence les fausses nouvelles qui circulent sur les réseaux sociaux. Pour donner un contexte et un exemple, selon la Massachusetts Institute of Technology, les fausses nouvelles se répandent 6 fois plus rapidement que celles qui sont basées sur des faits exacts. 6 fois plus rapidement. Ça veut dire que les fausses informations touchent davantage de gens que les vraies, et en démocratie, c'est la majorité qui décide. Si vous avez bien compris mes points précédents, ces fausses nouvelles sont propulsées par l'algorithme et partagées à d'autres personnes enclines à croire aux conspirations. Sandy Parakilas, ancien gestionnaire de fonctionnement à Facebook, a conclu « On a créé un système qui biaise la vérité en faveur des fausses informations. » Il devient donc très difficile pour les utilisateurs des réseaux sociaux de départager le vrai du faux. Parlez-en à Donald Trump, quand paradoxalement, il accuse certains médias qui se basent sur des faits pour diffuser leur actualité de propager des fausses nouvelles. Ironique. Mais évidemment, toutes ces fausses nouvelles qui circulent sur la toile sont d'excellents moyens d'éroder la confiance de la population par des ingérences politiques de pays étrangers dans nos démocraties occidentales. On peut citer comme exemple l'ingérence politique de la Russie contre les États-Unis en 2016 avec une campagne de désinformation par l'Internet Research Agency. Des comptes trolls publiés dans le but de créer des mouvements de masse pour influencer les électeurs dans le choix qu'ils s'apprêtaient à faire en vue des présidentielles. Je pourrais aussi mentionner les élections fédérales de 2019 et 2021 ici même au Canada, car la Chine et l'Inde ont été suspectées d'avoir versé de l'argent à des politiciens canadiens pour pouvoir faire de l'ingérence politique. D'ailleurs, plus récemment, à l'automne dernier, quelques jours avant les élections nationales slovaques, un enregistrement vocal du chef parti Slovaquie progressiste a été enregistré dans lequel il parle d'achat de vote avec un journaliste local. On a appris finalement que c'était une invention de toute pièce générée par intelligence artificielle.
Je fais ici un petit clin d'œil à mon collègue Thomas Puget, mon intention n'étant pas de l'éclipser. Je ne développerai pas davantage, mais je suis parfaitement d'accord avec lui quand il parle des dangers de cette nouvelle technologie. D'ailleurs, je pourrais continuer encore et encore sur les effets néfastes des réseaux sociaux, mais je dois absolument mentionner le fait que des gens cachés derrière leurs écrans et qui s'entendent seront probablement jamais candidats aux élections, s'en donnent à cœur joie pour déverser des discours haineux, voire même des menaces de mort via les réseaux sociaux. Nous n'avons qu'à penser dernièrement à celle qu'a reçue Paul Saint-Pierre Plamondon, le chef actuel du Parti québécois. C'est bien que la toile puisse permettre au peuple de s'exprimer, mais pour qu'une démocratie fonctionne, encore faut-il que des citoyens désirent se dédier au service public. On remarque d'ailleurs que de plus en plus de postes de conseillers municipaux et même de maires restent vacants au Québec. Heureusement, il y a des manières d'atténuer les effets néfastes des réseaux sur nos démocraties. En effet, si vous avez bien écouté, vous allez remarquer que beaucoup des problèmes présentés sont liés à une petite chose, les données. Parce que c'est l'algorithme de recommandation qui, avec vos données, nous recommande des informations allant de pair avec notre façon de penser et propulse certaines publications de façon à encourager la propagation de fausses nouvelles. Le gros du problème est donc causé par les entreprises comme Meta qui récoltent des quantités gigantesques de données. Alors, quand j'ai entendu Joe Toscano, ancien consultant en conception d'expérience pour Google, dire dans le documentaire Netflix intitulé « Derrière nos écrans de fumée » qu'on pourrait taxer la collection de données, j'ai trouvé ça pas mal ingénieux. On le sait, c'est l'argent qui mène le monde. On peut donc penser que ça forcerait les entreprises des médias sociaux à ne pas récupérer autant de données et ainsi réduire leurs effets négatifs. Je crois aussi d'ailleurs que plus d'éducation doit être faite à ce sujet dans nos écoles québécoises, que ce soit pour nous apprendre à différencier un fait d'une opinion ou comment trouver une source fiable pour nos informations. D'ailleurs, j'ai bien apprécié la présentation qu'on a reçue dans cette même salle de spectacle à la même heure la semaine passée et qui poursuivait cet objectif. Pour conclure, j'espère vous avoir convaincu des effets pervers que les réseaux sociaux ont sur notre démocratie. Des changements doivent être faits très rapidement parce que prise dans la toile comme on l'est présentement, il ne reste maintenant plus que l'araignée de la dévorer. Merci de m'avoir écouté. Bonjour Thomas. C'est un sujet qui est d'actualité, un sujet qui est encore chaud. Juste dans le monde municipal au Québec, c'est près de 800 élus qui ont démissionné depuis 2021. Donc, c'est quand même quelque chose qui est immense. En tant qu'élu, moi-même, je crois que c'est un obstacle qui peut avoir un impact direct sur notre démocratie. Quelque chose qui peut empêcher certaines personnes de pouvoir faire le pas vers le monde politique aussi. Je suis content qu'on l'a abordé. Content de voir aussi le bon côté et le mauvais côté avec les réseaux sociaux. Je l'utilise moi-même quand même assez souvent pour partager les bonnes nouvelles. J'ai la chance de ne pas avoir trop de messages haineux. Par contre, certains collègues le vivent au quotidien, donc c'est quelque chose qui est difficile. Il ne faut pas oublier que lorsqu'on critique une personne, il y a une autre personne qui reçoit cette critique-là. Parfois, elle peut être positive, parfois, elle peut être négative et parfois difficile à accepter. Donc, je tiens à te féliciter. Les exemples étaient concrets et l'argumentaire était solide. Félicitations. Merci. Ce fut une très belle présentation, vraiment authentique, la tête haute, le débit. Vous avez mis plus d'intensité sur certains mots, ce qui facilitait, selon moi, la compréhension de votre discours. C'était vraiment une très belle présentation. Merci. En effet, là, très bon discours, c'était fluide. J'ai aimé les séquences, on donne l'information, on fait un exemple, c'est facile à suivre de cette façon-là. C'était très, très naturel. C'était clair, précis, net. Je pense que tu as bien couvert le sujet qui est très d'actualité, et c'était facile à t'écouter également et pas perdre le fil. Bravo. Merci. Très naturel. Et ce qui était bien aussi, c'était votre suggestion qui est pertinente au niveau de l'éducation, de mieux éduquer les jeunes, la population en général. La question, puisqu'on est dans le sujet, la semaine dernière, il y avait une commission d'enquête, en quelque sorte, au niveau de l'ingérence étrangère au Canada. Oui. J'imagine que vous l'avez suivi. Est-ce que le Canada prend ça assez au sérieux, toutes ces menaces externes face à sa propre démocratie? Donc, dans le cas des accusations d'ingérence que j'avais mentionnées pour le gouvernement chinois et indien, je pense, oui, clairement qu'ils prennent ça assez au sérieux. En fait, la raison pourquoi il n'y a pas eu d'alerte au public, ça a été par le fait qu'il n'y a pas eu assez de preuves.
Donc, c'est sûr que forcément, là, ils n'ont pas pu nécessairement avertir les autres. Mais oui, je pense que le gouvernement du Canada, je veux dire, il y a aussi intérêt aussi d'ailleurs à prendre ça, à prendre ça, pas à la légère, désolé, mais prendre importance à ça. Par rapport à votre... Donc, c'est ça. Je pense que les gens qui écoutent dans la salle et regardent à la maison, ça va revenir, Daphné. Ben, on prendra pas de chance. Je te lance une petite devinette. Qu'ont en commun tous les élèves de l'école et en fait tous les humains sur cette planète? Le fait que nous sommes tous uniques. Et que chacune et chacun d'entre nous mérite de prendre sa place dans la société. Et là, je pense qu'on peut dire qu'on a pris notre place aujourd'hui. Bravo, Daphné. C'était vraiment le fun de pouvoir faire ça avec toi. Oui, bravo, Jeff. Et merci d'avoir été là pour moi aujourd'hui. Je pense qu'on peut dire mission accomplie. Et maintenant, passons à notre 4e candidate. Elle est en 4e secondaire, elle veut devenir avocate. Elle va donc nous livrer un plaidoyer contre la cruauté animale. On a le plaisir de vous présenter Kimberly Follum-Savoie. Bonjour à toutes et à tous. Si je vous disais que du jour au lendemain, vous appreniez que votre enfant en a griffé un autre pour se défendre, est-ce que lui arracher les phalanges des doigts vous semble être l'idée la plus brillante afin de régler la situation? La maltraitance animale, ça fait bien longtemps qu'on devrait même plus en entendre parler. Pourtant, elle persiste encore et encore, sans jamais s'arrêter. Quand va-t-on y remédier? Aujourd'hui, je vais d'abord m'entretenir avec vous sur ce sujet d'un point de vue plus approfondi, sur la branche la plus commune de l'abus animalier, le tout en prenant bien soin de vous démontrer de nombreux exemples où elle aurait pu si simplement être évitée. Finalement, nous aborderons ensemble le cadre légal actuel dans la matière. Excusez-moi. Afin de débuter en douceur, je vais vous expliquer ce qu'est concrètement le sujet dont nous allons traiter aujourd'hui, la maltraitance animale. La cruauté envers les animaux est le fait qu'un être humain traite ceux-ci de façon inappropriée, peu importe leur nature domestique ou non. Elle peut prendre forme activement comme passivement. Elle se divise en plusieurs catégories, 5 plus précisément. La catégorie des mauvais traitements est assez vaste, mais assurément, chacun d'entre eux a des répercussions plus ou moins graves chez l'animal qu'il reçoit. Je vais vous expliquer plus en détail. On peut faire acte de privation d'eau ou de nourriture, ne pas avoir recours à des soins et traitements médicaux nécessaires à sa bonne santé, lui procurer un environnement non conforme à ses besoins, et j'en passe. Côté répercussions, la santé physique est loin d'être la seule chose mise à rude épreuve. Prenons par exemple le dégriffage, ayant été récemment interdit, lorsque non nécessaire, ce 10 février dernier. Cette pratique consistait à retirer la 3e phalange de tous les doigts, causant malheureusement une hausse importante des abandons, dus à des problèmes comportementaux causés par celle-ci. Les impacts psychologiques chez l'animal sont clairement plus importants, mais attention, il ne faut tout de même pas prendre le reste à la légère. Allant d'un développement d'anxiété à des augmentations de morsures, des dommages permanents aux nerfs des pattes peuvent survenir, ainsi que des complications suite à la chirurgie peuvent entraîner des douleurs orthopédiques aiguës. Besoin d'autres raisons pour justifier cette nouvelle loi adoptée récemment? Vous préférez peut-être conserver votre divan tout neuf, mais sachez qu'un simple jet d'eau pourrait dissuader n'importe quel chat de son amour haché. Vous pourriez également investir dans une protection pour votre sofa. À vous d'en juger. Poursuivons maintenant avec quelques exemples ayant surgi récemment dans l'actualité. Comme Gandhi le disait à l'époque, la grandeur d'une nation et son progrès moral peuvent être jugés à la manière dont les animaux sont traités. Il y a environ 2 semaines, nous avons pu apercevoir aux nouvelles régionales de CHU-TVA un chien ayant été abattu par balle sur le bord d'une route. Pas en France ou aux États-Unis, mais ici même en Gaspésie, dans la municipalité de Nouvelle, près de Carleton-sur-Mer. L'été dernier,
des pattes de chien ont été retrouvées sur un trottoir à Chandler. Et qu'en est-il de celui qu'on a laissé enfermé dans une voiture lors d'une chaleur étouffante? Qu'en est-il de tous ceux qu'on laisse attachés dehors l'hiver à moins 30 degrés, sans pouvoir les laisser se réchauffer un instant à l'intérieur de notre maison? Est-ce que des animaux de compagnie qu'on aime méritent ça? Qu'est-ce que ces chiens ont bien pu faire pour que des êtres humains adoptent un comportement si inhumain envers le plus fidèle ami de l'homme? Le réflexe de plusieurs est d'immédiatement se débarrasser de leurs compagnons dès qu'ils représentent un quelconque obstacle. Mes parents n'en font pas exception, puisqu'ils ont déjà choisi de se débarrasser de ma chienne Betty, quand nous avons su qu'elle était la cause de mes allergies. Malgré tout cela, Blanche a fait son apparition dans nos vies comme une bonne étoile. Laissez-moi vous raconter notre histoire. Elle et ses frères et sœurs furent retrouvés dans une poubelle aux côtés d'un parc. Malgré avoir été recueillie par une famille bienveillante, elle était la plus faible de sa fratrie et n'arrivait donc pas à se nourrir convenablement. Difficile de prendre sa place lorsqu'un seul bol de nourriture est fourni pour 5 chats affamés depuis plusieurs jours. Même après avoir été nourrie à la bouteille, rien n'y faisait, elle ne parvenait pas à revenir en parfaite santé. Après avoir vu ce petit chaton affaibli et sans défense, j'ai tout de suite su qu'elle allait prendre une place considérable dans mon cœur. Je me suis donc mis à la tâche de trouver des arguments assez convaincants pour que mes parents acceptent de la prendre sous notre toit, malgré mon diagnostic d'allergique asthmatique chronique. Je ne suis pas gagnée d'avance, mais après une garde partagée aux 2 semaines, ils n'ont évidemment pas pu résister à ce petit regard attendrissant venant d'un chat maintenant plus que comblé. La première année ne fut pas facile, mais au bout de 2 ans et demi, je peux vous garantir que ça reste une des meilleures décisions que j'ai pu prendre. Non seulement Blanche est d'une grande aide pour combattre l'anxiété dont je fais face depuis plusieurs années, parce que oui, Daphné, tu es loin d'être la seule à avoir des troubles anxieux dans notre école. Je te comprends tellement. Mais Blanche m'a également permis de surmonter mes allergies, ou plutôt de les diminuer grandement, celles causées par les chats, mais au point même que je n'ai plus l'obligation de recevoir des injections en 2 semaines. Vous vous souvenez tantôt quand je parlais du chien ayant été abattu froidement par balle? Vous savez pas c'est quoi la meilleure dans cette histoire-là? C'est que les forces policières n'ont même pas pris la peine de mener une enquête. Non seulement les autorités ne prennent souvent pas ces actions graves au sérieux, mais à mon avis, les peines données aux gens reconnus coupables de ce type de crime ne sont clairement pas suffisantes. Honnêtement, pourquoi dès qu'un animal n'attaque un autre, on pense tout de suite à l'euthanasie, alors qu'un être humain peut en tuer plein d'autres et n'être que condamné à un emprisonnement à vie? Est-ce que ça vous paraît juste, ou du moins équitable? Vous vous souvenez également de quand j'ai qualifié ce même chien de propriété? Eh bien, figurez-vous qu'en 2014, les animaux étaient encore considérés comme des objets selon le Code civil, tout comme les femmes auparavant. Cela n'a été que modifié il y a 9 ans. C'était il n'y a pas si longtemps que ça, en fait. Même après avoir fait plusieurs recherches, j'ai tout de même pris la peine de me valider auprès d'un spécialiste en la matière, Maître Yves Desbiens, qui œuvre en ce domaine depuis plusieurs années. La peine maximale pour avoir maltraité un animal quelconque est de 5 ans, s'il est reconnu comme acte criminel. S'il ne l'est pas, il recevra au plus une amende de 10 000 $ ou un emprisonnement de 18 mois. En résumé, la loi nous dit présentement qu'il pourra recommencer ces mêmes actes sur d'autres animaux dans moins de 2 ans, si le coupable a été assez chanceux pour s'en tirer ainsi. Est-ce que ça vous paraît juste, ou du moins équitable? La négligence, quant à elle, est punie par un emprisonnement de 2 ans s'il est reconnu comme acte criminel. S'il ne l'est pas, ce sera un emprisonnement de 6 mois si le concerné ne préfère pas payer l'amende de 5 000 $. Peu importe la gravité de la situation, que le concerné le fait volontairement ou sans livrer d'excuses, la peine maximale ne dépassera jamais 5 ans. Est-ce que ça vous paraît juste, ou du moins équitable? Si la loi n'est pas capable de sauver nos animaux, qui le fera? Tous ces moyens de leur faire du mal, mettant d'alternatives comme les arroser avec de l'eau tiède pour nous en empêcher aider notre animal à comprendre que nous n'acceptons pas certains comportements.
tous ces animaux ayant subi des choses horribles, ici même au Québec, mais tant d'organismes et de gens bienveillants prêts à leur venir en aide. Agissez. Qu'est-ce qui vous retient? On voit tant de vidéos de gens recueillant ces animaux dans le besoin. Qu'est-ce qui nous empêche de faire pareil? Composez un 844 animaux. Emmenez-les à Espoir Câlin. Allez voir la police. Faites ce que vous voudrez. Mais agissez lorsque vous êtes témoin de maltraitance ou de négligence envers un animal. On peut changer les choses de bien des façons. Si moi j'ai pu le faire, n'importe qui le peut. Il est évident que, selon moi, le cadre légal n'est pas assez sévère pour dissuader les gens tentés par la maltraitance animale d'agir et de récidiver. C'est la raison qui m'a motivée aujourd'hui à monter sur scène, prendre le micro et essayer de vous convaincre qu'il faut que les autorités réforment le code criminel et pénal pour rendre justice à des animaux qui ne peuvent le faire à la place des humains. Comme Jérémy Bentham le disait auparavant, grand précurseur en matière de défense des droits des animaux, il disait « La question n'est pas « peuvent-ils raisonner ?» ni « peuvent-ils parler ?» mais « peuvent-ils souffrir ?» Merci. Bonjour Kimberly, félicitations. Au début, on a pu voir un petit peu le stress et l'anxiété. Plus ça allait, plus que tu étais solide, tu étais plus à l'aise aussi. Donc, tu as su prendre ta place. Donc, je tiens à te dire un gros bravo pour ça. C'est un sujet qui est d'actualité, c'est un sujet qui nous touche beaucoup ici dans notre MRC. Donc, Espoir Câlin, c'est un organisme qui est présent sur notre territoire. Donc, je vais profiter aussi de la parole pour inviter les gens, si ça les intéresse à le faire, du bénévolat, c'est toujours possible de pouvoir y aller. Donc, ils vont vous accueillir les bras ouverts. Et sinon, au niveau de ton argumentaire, c'était solide. Les exemples étaient concrets aussi. Les demandes étaient quand même assez concrètes. Donc, encore félicitations. Merci. Bonjour, c'est une excellente présentation. Je me souviens que lors des entrevues de sélection, je vous avais souligné qu'il y avait quelques recherches à faire au niveau législatif. Je vois que vous les avez faites. Excellent. Les recherches ont été faites et vraiment la fluidité était très bonne. Félicitations. Merci. Premièrement, la toge te va très bien. Pour voir des avocats à journée longue à la cour, tu as déjà fait beaucoup mieux que la majorité en livrant ton discours. On voit la passion du sujet quand tu parles. J'ai aimé les questions que tu posais à l'auditoire et tu nous laissais également le temps d'y réfléchir. C'était pas trop vite. C'était très fluide. Bravo. Merci. Écoutez, tout a été dit. J'allais exactement dans le même sens que mes collègues juges. La question, il existe un cadre légal actuellement, mais on sent, pour travailler de temps à autre sur ces dossiers-là, que le MAPAC ou le système policier ne prend pas au sérieux ou n'agit pas assez rapidement lorsqu'il y a des dénonciations. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour prendre ce problème au sérieux dans la société? Mais comme je l'ai dit précédemment, il y a plusieurs moyens de nous-mêmes agir parce que je me vois mal faire des manifestations pour convaincre les forces policières ou juste les autorités d'agir. S'ils ne sont pas capables de prendre l'initiative eux-mêmes, je vois pas vraiment qu'est-ce que ça changerait à ce point-là. Fait que, encore une fois, comme j'ai dit précédemment, il y a Espoir Câlin, il y a plein de numéros où est-ce qu'on peut appeler. Ou sinon, comme que moi j'ai fait, on peut s'en charger nous-mêmes. J'ai adopté Blanche qui, malheureusement, n'arrivait pas elle-même à se nourrir. Bravo Kimberly, mais également à ma co-animatrice et mon co-animateur que je vous demande d'applaudir chaleureusement, Daphne Albert et Jeff-Olivier Grenier. C'est un véritable plaisir de pouvoir être là pour faire ça avec vous aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié l'expérience sur scène, puis tout au long du processus de ce concours de prise de parole qui nous mène maintenant à notre dernière candidate et non la moindre. Elle refait le concours cette année et est également finissante avec nous en 5e secondaire. Cette fois-ci, elle est là pour nous parler de l'importance de protéger la langue française au Québec et comment ça devrait se traduire concrètement dans les écoles. Océane Cyr. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui, je trouve, est très important pour la société et l'avenir des jeunes. Selon moi,
le langage codé qu'utilisent les ados pour texter nuit à leur apprentissage de la langue française. D'après Bernard Drinville, ministre de l'Éducation, les jeunes d'il y a 20 ans et les jeunes d'aujourd'hui, ce ne sont pas les mêmes jeunes. C'est en français écrit que les élèves ont le plus de difficultés. Cela se reflète d'ailleurs dans le résultat de l'épreuve ministérielle de français d'écriture de 5e secondaire, dont pas moins de 52% des élèves ont échoué l'an passé en 2023. C'est pourquoi je pense sincèrement que nous devrions évaluer l'orthographe dans toutes les matières et pas seulement en français. Dans ma prise de parole aujourd'hui, je vais vous parler du point de vue du gouvernement face à cet enjeu en éducation. Je vais vous parler de mon point de vue personnel dans l'école et finalement, je vais vous donner des solutions pour essayer de remédier à cette situation. Premièrement, un élève qui commet des fautes de français est pénalisé uniquement lors d'une évaluation en écriture. Il est interdit de lui enlever des points pour ses fautes d'orthographe dans les autres matières et même lors d'évaluations de lecture dans un cours de français. Plusieurs s'entendent toutefois pour affirmer que les fautes d'orthographe devraient être soulignées par l'enseignant sans toutefois être prises en compte dans la note finale. D'autres suggèrent carrément que les fautes devraient être évaluées dans celle-ci. Mais le problème majeur actuellement avec les enseignants qui aimeraient le faire, c'est qu'il est écrit noir sur blanc dans le régime pédagogique du ministère de l'Éducation en français qu'il est interdit d'enlever des points aux élèves qui commettent des fautes d'orthographe dans les autres matières. Puis, sinon, les enseignants risquent rien de moins que les mesures disciplinaires, oui, mais le congédiement, c'est quelque chose. En revanche, selon le point de vue de certains ministres du gouvernement du Québec, le français, c'est important en tout temps. C'est en effet ce que Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, a dit pendant l'un de ses discours. Il a exactement dit, et je cite, « Notre culture et notre langue sont l'essence même de ce qui nous définit comme nation québécoise. Allier la culture et l'apprentissage de la langue française à l'école ne peut qu'être bénéfique pour nos jeunes. » Puis, ce n'est pas du subjonctif de l'imparfait mal conjugué à la deuxième personne du pluriel qu'on parle présentement. C'est de S manquant au pluriel, d'accents graves qui ne sont pas sur les A, et même de deux verbes conjugués différemment mais rattachés au même sujet. Ce sont des fautes de base qu'il faudrait savoir détecter et corriger en sortant de l'école primaire. C'est surtout pour cette raison qu'il faudrait que le gouvernement québécois revoie son régime pédagogique. Car notre langue maternelle est le français. Et je trouve cela inacceptable que nous ne sommes même pas capables d'en faire un bon usage. Oui, c'est vrai, ça passe par l'effort constant imposé aux élèves dans les autres matières. Mais selon moi, il ne suffit pas seulement de souligner la faute, mais de clairement pénaliser, comme le feront d'ailleurs nos professeurs de cégep et d'université. Ici à Chandler, nous ne sommes pas épargnés des conséquences. En effet, depuis mon entrée au secondaire, je vois que la plupart des jeunes ont de la difficulté à bien écrire. Moi, pour qui le français n'est pas un problème majeur, je trouve cela urgent qu'il y ait des actions concrètes pour essayer d'aider les élèves à mieux réussir leur français. L'année prochaine, je pars pour le cégep. Et là-bas, le français occupe une très grande place. La qualité de l'écriture représente entre 10 et 20% de la note finale dans toutes les matières. Pourquoi ce n'est pas pareil au secondaire? Car nous allons arriver l'année prochaine et toutes nos notes vont être affectées car l'orthographe sera corrigée. J'ai conscience que ce n'est peut-être pas important pour tous les élèves ici dans la salle, mais pour moi, c'est quelque chose qui ne devrait même pas être stressant pour l'entrée au cégep. Mais pourtant, ça l'est. De plus, bien écrire n'est pas juste utile pour l'école. Ça l'est aussi pour les entretiens d'embauche concernant nos futurs métiers ou professions, et même nos publications sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, voir une publication où il y a énormément de fautes ne prouve pas que cette personne est crédible et professionnelle dans ce qu'elle dit. Quand on y pense, la maîtrise du français devrait être la première chose à laquelle on pense dans ces situations. Pour revenir à la citation de Mathieu Lacombe que je nommais précédemment, le français est l'essence même de notre nation, mais personne ne nous le traduit concrètement dans nos écoles. Donc, personne ne porte attention à son français écrit dans ses devoirs, ses textos et ses publications. Revenons maintenant sur l'examen du ministère de français. Est-il normal que plus de 52% des élèves échouent à cette évaluation? Selon moi, le gouvernement devrait se poser la question « Pourquoi ?» plus souvent et de manière plus sérieuse. Cette année, en secondaire 5, nous sommes environ 39 finissants.
Si on applique les statistiques de la cohorte de 2023 à notre cohorte de cette année, cela voudrait dire qu'aux alentours de 20 élèves sur un total de 39 échoueront cet examen et ne pourront pas avoir leur diplôme d'études secondaires. C'est énorme! Aussi, les différents niveaux d'enseignement préscolaire, primaire, secondaire, collégial, universitaire ne se coordonnent pas assez suffisamment au Québec. Selon moi, il faut unir certains programmes et même que les professeurs coopèrent plus entre eux pour nous aider à mieux arrimer notre passage du secondaire au cégep, par exemple. Car présentement, les nouveaux étudiants qui font leur première évaluation d'écriture en français au niveau collégial ont des notes encore plus basses que celles qu'ils avaient au secondaire. Si on avait mis plus d'emphase sur l'orthographe dès le départ, j'imagine que les collégiens se débrouilleraient mieux. Et puis, il y aurait moins de décrochage scolaire au niveau collégial. Finalement, le plus important à retenir de ce passage est qu'il faut agir et réformer au plus vite notre système scolaire. Bref, selon l'opinion d'une élève de 5e secondaire qui part pour le cégep bientôt, je crois qu'il vaudrait mieux nous préparer à cette prochaine étape. Maintenant, je vais vous présenter quelques solutions qui, selon moi, pourraient certes aider à remédier à cette situation. Premièrement, les fautes de français dans les autres matières devraient être évaluées en tout temps. Comme ça, les élèves auront beaucoup plus de facilité lorsqu'ils quitteront le secondaire, mais la chose, c'est la qualité de la langue française à l'écrit comme à l'oral ne devrait pas reposer uniquement sur les enseignants et enseignantes de français, mais sur toute l'équipe école. Aussi, il faudrait faire écrire plus souvent les élèves, car ça les aiderait à leur apprendre de leurs erreurs récurrentes et ça pourrait même les préparer pour les études supérieures où l'écriture est très importante. De plus, si les enseignants ne sont pas d'accord avec la formule que je viens de présenter, ils devront au moins souligner les fautes et les faire corriger par l'élève pour envoyer le message qu'il a de la difficulté avec son orthographe. La solution qu'il faut également mettre de l'avant, c'est de prioriser la lecture. En effet, une étude à propos du développement des enfants faite par le gouvernement du Québec nous donne un portrait intéressant de l'importance de la lecture sur la réussite scolaire. Il est prouvé que lire améliore les capacités d'écriture. En effet, depuis que je suis toute petite, ma mère m'a transmis sa passion pour la lecture. Et chaque soir avant de me coucher, je lisais un livre. Et maintenant, je vois que mes efforts ont porté fruit. Car en plus d'aimer la lecture, j'ai conscience que ça m'a grandement aidé avec mon orthographe. Ma dernière solution est la révision des programmes de français au primaire et au secondaire. Comme ça, je crois que les élèves auront moins de difficultés lorsqu'ils vont quitter le primaire, car tout sera une question de vase communicant. Le primaire sera raccordé au secondaire et le secondaire sera désormais un vrai pont vers le cégep. Pour terminer, je crois que vous avez compris que, selon moi, l'orthographe devrait être évaluée dans toutes les matières à l'école. Car premièrement, les élèves auront moins de difficultés avec leur français lorsqu'ils quitteront le secondaire et les notes ministérielles seront bien plus élevées pour les moyennes des élèves en français. Rappelons que la langue française est le trésor le plus précieux que peut posséder notre nation québécoise. Faut-il se rappeler qu'au Québec, nous sommes entourés de millions et de millions d'anglophones dans le reste du Canada et chez nos voisins états-uniens? On est un peu comme le village gaulois qui fait face à l'Empire romain dans Astérix. Cependant, je dois vous avouer que tout n'est pas gagné. Sérieusement, comment peut-on prouver aux étudiants québécois que leur français est important, quand même M. Legault, qui craint que le Québec devienne une Louisiane du Nord, fait un discours sur l'importance de la langue française dans notre nation et a lui-même utilisé le mot « cool ». Bref, je suis consciente que le principal objectif de ma prise de parole d'aujourd'hui impose une réforme en profondeur de notre système d'éducation et représente un très long processus pour atteindre le but. Mais, comme on l'a toujours si bien dit, cela paraît toujours impossible avant que cela ne soit fait. Merci. Bonjour Océane. Bonjour. Félicitations. Merci. C'était fluide, c'était concret, c'était clair, il y avait des exemples, c'était facile à suivre, c'était agréable à écouter. Donc, puis c'était un sujet qui est d'actualité, qui est passionnant. Donc, je pense qu'il te passionne aussi. Oui. Donc, un gros bravo. Merci. Bonjour, moi, 2 mots, naturel, authentique. Merci. C'est les 2 mots qui me viennent, vraiment la fluidité, là. C'était excellent. Très belle présentation. Merci beaucoup. Bravo, Océane. Merci. Très expressive.
On voit encore la passion, c'est facile à t'écouter, c'est divertissant même si c'est un sujet qu'on entend beaucoup parler, tu as su amener là, des nouveaux faits ou des nouveaux exemples là, très intéressants. Bravo. Merci. La question qui tue. Vous parlez beaucoup de réformer l'enseignement du français. On entend régulièrement l'Académie de la langue française suggérer d'enlever des obstacles. Prenons le mot oignon, enlever le i dans le fameux mot oignon. Est-ce que c'est le travail de l'Académie de revoir le français comme on l'écrit ou mieux former les jeunes, le programme éducatif qui soit adapté à l'écriture ancienne, si on peut dire? Je ne crois pas que les mots devraient être revisités, enlever des lettres, car on les a appris comme ça. Puis, exemple, nos parents les ont appris comme ça, pourquoi nous, on ne serait pas capables? T'sais, je crois aussi que les téléphones, maintenant avec ChatGPT, on peut tout savoir, puis c'est moins bon pour nous. Fait que je pense pas que c'est à eux d'enlever des mots, mais c'est à nous de plus être sérieux dans nos études et d'apprendre. Et même les professeurs, on va se le dire, un professeur de français qui passe 8 fois l'examen de français, là, je pense pas que c'est qualifié. Là. Fait que personnellement, pour moi, je crois pas que c'est leur travail à eux, mais c'est vraiment notre travail à nous et au régime pédagogique de mieux nous apprendre le français à l'école. J'espère que s'il y a des professeurs de français dans la salle qui vous en tiendront pas rigueur. Désolé. Merci. Hey, félicitations, Océane. Et ainsi qu'à nos 7 orateurs et oratrices, c'est vraiment touchant de pouvoir vous soutenir et surtout écouter ce que vous aviez à nous dire aujourd'hui. Il fallait du courage, vous nous avez donné des émotions fortes derrière. Alors, vous ne pouvez pas vous imaginer la fierté qui m'habite présentement, puis à quel point vous contribuez à me remplir d'espoir pour l'avenir. C'est la même chose pour les élèves qui sont dans la salle présentement. Alors maintenant, pendant que nos juges invités remettent leurs cartes de pointage respectives, nous vous invitons à remplir votre bulletin de vote en cochant l'élève qui vous a le plus impressionné de par la qualité et la préparation adéquate de sa prise de parole. N'oubliez pas de le déposer, votre bulletin, à votre sortie. Pendant que notre équipe comptabilise les résultats, nous vous donnons un nouveau rendez-vous ici à midi pour le dévoilement des 3 élèves qui passeront à la finale régionale. Alors, je vais inviter mes comptables aussi. Alors, Mélodie, Alexia et Laurie. Et évidemment, je vais inviter mon co-animateur, ma co-animatrice, les juges invités. Vous pouvez monter sur scène. Monsieur Lévesque, Monsieur Nou. Et à se joindre à nous. Alors, maintenant, je vais demander à M. Jasmin de s'approcher puisqu'il remettra à chacun des participants et chacune des participantes une carte cadeau de 25 $ pour leur engagement, qui est l'une des 3 grandes valeurs qui guident nos actions dans cette école. M. No. Je remets un chèque. Merci beaucoup, Jasmin. Oui, bien, je vais te couper la parole 15 secondes. Je vais aller vite, là, vu que le temps est important. Merci aux participants, merci aux organisateurs. La qualité des présentations était vraiment exceptionnelle. Puis aussi l'animation. Donc, il y a 2 prix pour coup de cœur du directeur. On remet un petit cadeau à Jeff et à Daphné. Alors, Il va rester celui-là, Jasmin? Oui. Alors, merci beaucoup, Jasmin. Merci de croire en ce beau projet dans notre école. Ton soutien est indéfectible. C'est très apprécié. Et évidemment, je l'ai dit aux médias tantôt, quand j'ai donné des entrevues, si tu n'étais pas là, ben, probablement que je n'aurais pas cette énergie-là, puis les jeunes non plus. Alors, on est soutenus par toi dans l'école. Merci beaucoup. On peut l'applaudir, Jasmin, vraiment.
Bon, maintenant, c'est le grand moment. Il nous faut un roulement de tambour à la régie, s'il vous plaît. Alors, dans un premier temps, M. No remettra une carte cadeau supplémentaire de 50 $ au participant ou à la participante qui aura gagné le cœur du public. Alors, sans plus tarder, avec 33,7 % du vote, le ou la récipiendaire est Adama Marika Langlois. C'est maintenant le temps de connaître qui seront les orateurs et les oratrices qui participeront à la finale régionale. Alors, tout d'abord, je ne sais pas si mes participants écoutent très attentivement. Alors, on va réserver une surprise. Alors, coup de théâtre. Les 5 élèves vont participer à la finale régionale. Les juges ont eu beaucoup de difficultés à départager et ils et elles pensent qu'en améliorant certaines perspectives de leur prise de parole, ces 5 élèves-là pourraient gagner, mais quand même, on va quand même élire un podium. Alors, en 3e position, notre troisième finaliste avec un total de 94 points, Kimberly Follum-Savoie. En 2e position, notre 4e finaliste, avec un total de 96 points, Thomas Fro. Et enfin, pour cette 3e édition locale à Monseigneur-Sévigny, notre 5e et dernière finaliste, le ou la gagnante, avec un total de 98 points, Océane Cyr. Ben, merci tout le monde. Merci à vous d'avoir été un aussi beau public. On se donne rendez-vous le 11 mai prochain pour la finale régionale. Merci beaucoup. Bye. Bonne fin de journée.